Bonjour les amis, bienvenue dans votre podcast nommé Mon Pourquoi. Moi c'est Franck Azangoswe. Lucchini. Aujourd'hui je suis avec Lucchini. Nous allons parler d'Afrique, surtout du Congo. Bienvenue Lucchini. Merci. Lucchini, Ouais. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les personnes, Ils ne me connaissent pas. bon, Ok. pour le très peu de personnes qui ne te connaissent pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas, ça, c'est sûr. Alors donc moi c'est Lucchini, un jeune de la diaspora, dans le panafricanisme, et donc aujourd'hui je prône ce qui est le panafricanisme, et surtout je dirais la panafricanité, ce qui est la fin finalement du panafricanisme, parce que le panafricanisme c'est plus la recherche d'un esprit qui n'existe pas. Bien. Et aujourd'hui j'ai une chaîne qui s'appelle donc Terre Noire, où justement je parle d'Afrique, je parle de tout ce qui traverse un petit peu l'africanité, que ce soit des investissements, que ce soit comment faire pour rentrer, parce que moi en tout cas je prône le retour. Bien. Je trouve que c'est important qu'on puisse vivre chez nous. Donc voilà succinctement qui je suis. Donc, pour commencer, j'aimerais qu'on analyse ensemble la non-qualification des Diables Rouges du Congo. D'accord? Est-ce que pour toi, c'est un problème d'argent, un problème d'infrastructure, ou c'est un problème de patriotisme? Alors la qualification des Diables Rouges du Congo, donc on peut pas parler de manque de patriotisme parce que les joueurs ce n'est pas ce qui manque aux Diables Rouges, et en tout cas les internationaux c'est pas ce qui manque, et à chaque fois on voit les internationaux revenir tout le temps, mais c'est plutôt un problème d'organisation dans un premier temps, et puis et cette organisation engendre des problèmes d'argent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a pas assez de budget. On connaît un certain nombre de joueurs par exemple, lorsqu'ils vont au pays pour aller disputer des matchs, ils ont parfois même pas de billets de retour dans leur club. Ah bon? Bien sûr, ça c'est très connu. Donc ça veut dire que le ministère des Sports, en tout cas, ne fait pas son travail. La fédération, sur cet aspect-là, ne met pas en place ce qu'il faut. Donc on ne peut pas espérer avoir une grande équipe lorsqu'on n'a pas les moyens mis en place, et que derrière, il y a une gestion qui est catastrophique. On a plusieurs entraîneurs quand même qui sont passés dans cette équipe, qui, après leur passage, ont expliqué que les plans tactiques qu'ils mettaient en place n'étaient pas des plans tactiques de coach, mais c'était parfois des choses qui venaient de ministres ou d'autres personnalités. Pourquoi? Parce qu'il fallait mettre un neveu qui peut-être n'est pas bon, mais qui doit jouer parce que c'est le neveu peut-être d'un ministre ou d'une personne en tout cas influente au Congo. Ce qui montre bien que ces personnes-là ne jouent pas au football, ils jouent à autre chose, mais pas du foot en tout cas. Est-ce que tu penses pas que les joueurs, ils ont assez d'argent, ils peuvent payer des billets? J'ai vu Samuel Eto'o, quand il n'y avait pas des primes, des fois il prenait son propre argent, il payait des joueurs. Et alors, est-ce que les footballeurs aujourd'hui, ils ont un problème d'argent? Ils gagnent bien dans leur club, même si déjà tu viens pas jouer au pays juste pour l'argent, ou d'abord c'est le patriotisme. Je sais pas si je tu ne suis vois pas ce que je veux d'accord. dire. Je ne suis pas d'accord parce que on ne peut pas demander à un joueur, même Cristiano Ronaldo, qui est le joueur le mieux payé, lorsqu'il va jouer pour le Portugal, je ne pense pas qu'on lui dise, écoute Cristiano, tu as assez d'argent. Mais il est prêt à jouer même sans argent. Mais justement, on a eu des joueurs qui ont été prêts. La plupart des joueurs ont souvent payé leur billet d'avion tout seuls. Et encore là, on parle de billets d'avion. Lorsqu'il y a des cas de blessure, ce n'est pas le club qui prend en charge. C'est censé être la fédération de l'équipe nationale qui prend en charge. Ces joueurs-là se traitent tout seuls. Ils se retrouvent à l'abandon. Et donc, à un moment donné, c'est bien de prendre l'exemple de Samuel Eto'o, mais l'équipe de la République du Congo, malheureusement, il n'y a pas de très grands joueurs au niveau de Samuel Eto'o. C'est-à-dire, quand on parle de grands joueurs aujourd'hui, c'est des joueurs qui gagnent pas très grand-chose. Quand je dis pas très grand-chose, je parle dans le monde du foot. Donc, à un moment donné, si le mec, il arrive à gagner 600 000, et que sur ces 600 000, il doit couper la moitié parce que son déplacement en équipe nationale va lui coûter la moitié parce qu'il doit verser, non, ça devient n'importe quoi. Mais moi après, je connais certains joueurs qui me disent qu'ils sont très bien payés. Les joueurs les mieux payés aujourd'hui, alors je n'ai pas le listing exact. Je pourrais penser à des joueurs comme Djinga Delvin, lui qui a quand même une grande carrière et qui a quand même joué à la J Auxerre, un certain nombre de clubs. À un moment donné, on peut pas demander à Djinga Delvin de venir en équipe nationale, de s'occuper de son propre voyage, de s'occuper de son hôtel. Oui, ça c'est normal. Mais pour moi, les joueurs, c'est comme des militaires. Ils vont à la guerre pour défendre le pays. Faut avoir les moyens pour aller à la guerre. Oui. Il suffit pas d'avoir l'amour du pays. Non mais là, sauf que là, ils ont pas besoin d'armes ou de munitions, tu vois. Là,
Quand ils sont Ah si. bon, à partir du moment où ils arrivent sur le terrain, ça veut dire qu'il y a quelques moyens. Mais justement, le problème, il est où? Qui est sur le terrain? Ouais. Parce que quand on prend des militaires qui vont à la guerre, comme tu le dis, on leur prend avec, on va dire, un militaire va avoir un chef de rang, un colonel, un lieutenant, peu importe. Le lieutenant qui arrive, il va donner des ordres. Il sait qui sont les meilleurs soldats à mettre sur le front, qui sont les meilleurs à mettre en premier. Lorsque celui-là met des hommes en premier, on lui dit non, 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 non. Tu prends mon petit neveu là, lui qui est peut-être nul à chier, désolé du terme, tu le mets devant parce que mon petit doit jouer. Ouais. Faut pas s'attendre à gagner la guerre. Oui, mais après, bon, dans les Diables Rouges, je vois pas assez où le piston, en fait. Mais non, mais c'est normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas dire que le piston c'est X ou Y, mais on sait bien. Enfin, quand plusieurs coachs Après, quand même, je vais essayer de chercher pour voir. quand plusieurs entraîneurs quand même se plaignent de la même chose, on peut pas dire que ces entraîneurs inventent ça pour juste Après, après se ça, dédouaner. ça aussi, je pense que c'est un problème culturel en Afrique. Non, c'est pas comme ça chez les autres. Chez qui, par exemple, bon, tout En le Côte monde- d'Ivoire, ça n'existe pas. Ah bon? En Côte d'Ivoire, on n'a jamais entendu parler que un ministre est rentré et a dit à l'entraîneur de la Côte d'Ivoire de mettre un joueur parce que c'était son neveu. Non. En Côte d'Ivoire, les mecs qui jouent Ah, au sur les Congo, mecs. ça arrive? Et bien sûr. Bon, bon, on va pas citer des noms parce que nous, y a rien de personnel. Mais vous pouvez vérifier, hein, Ouais, vous pouvez les gens, ils peuvent vérifier. vérifier. Claude Leroy a entraîné le Congo, il expliquait le même problème. Celui qui était là avant lui a entraîné le Congo, expliquait le même problème. Bon, mon frère. Là, Mhm. 2-0. Contre la Oui, Gambie. contre la Gambie. Alors, attention, c'est-à-dire que, Il y avait 2-0 quand même. mais ça, ce n'est pas une raison de parce qu'il y avait 2-0. Mais tu ne peux pas dire que c'est un manque de patriotisme. Pourtant, les mecs ont marqué 2 buts. Non, mais je dis, quand tu arrives à mener un match 2-0 et qu'en en deuxième mi-temps, Les mecs égalisent. Non, c'est du football. Quand le PSG se prend une remontada par le FC Barcelone, c'est du football. Parce que il faut pas aussi à un moment donné croire que il suffit d'avoir des moyens, il suffit d'avoir des talents pour que ça fonctionne. Et à des moments, ça ne fonctionne pas. Sauf que lorsqu'on voit le cas du Congo-Brazzaville, on ne peut pas seulement dire que c'est quelque chose de sportif, parce qu'on voit en termes d'organisation, c'est du n'importe quoi. Si les mecs étaient mieux organisés, je prends un exemple. La CAN, si la Côte d'Ivoire aujourd'hui se retrouve éliminée de la CAN, on ne pourra pas dire que c'est parce qu'il y avait une mauvaise organisation. bon, le Cameroun. Si le Cameroun se retrouve éliminé aujourd'hui, les gens diront que c'est de la responsabilité de l'entraîneur et du président de la fédération, mais aussi des joueurs, puisque les entraîneurs ont fait des choix parfois mitigés. Rigobert Song a fait des choix. Il a par exemple laissé Choupo-Moting, Ouais, il ça, n'a pas franchement, j'ai sélectionné, pas compris. donc il pourrait être critiqué puisque Aboubacar a été blessé, donc il ne jouera pas la CAN. À un moment donné, on va donc dire, Non, je pense qu'il va jouer le prochain match. donc on va dire que Monsieur Rigobert Song, vous avez fait du n'importe quoi. Et est-ce que tu penses qu'au Congo, on peut que miser sur le football? Parce que moi, par exemple, toi, j'ai vu dans tes vidéos, j'ai vu des médailles, tout ça, j'ai vu que tu faisais du judo. Est-ce que tu penses pas qu'au Congo, le judo, c'est un sport où on devait vraiment aussi investir? Mais- Après, tu m'as dit au téléphone qu'il y avait aussi ping-pong. Oui, mais je vais répondre à ça pour que tu comprennes justement que le problème du Congo, là, ce n'est pas un problème seulement sportif, puisqu'il y a un problème organisationnel. Le Congo-Brazzaville est le pays peut-être qui a le plus de disqualifications Ah bon? à cause de l'organisation. Je parle pas de disqualification directe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fédération congolaise de basketball Ok. est suspendue Pourquoi? parce que le Congo a été incapable d'organiser une compétition de basket qu'ils étaient censés organiser. Manque d'organisation, les mecs n'ont pas mis les moyens. La fédération congolaise de judo est suspendue. Pourquoi? Pareil, toujours des problèmes, soit ils font pas les stages qu'il faut, soit ils donnent pas l'argent qu'il faut. La fédération, je veux pas dire de bêtises, c'est soit entre de taekwondo ou de karaté, est suspendue. On se retrouve dans un seul pays avec au moins 4 fédérations sportives suspendues. Comment voulez-vous évoluer dans le sport? Et là, en l'occurrence, ce n'est pas un problème d'athlète. C'est un problème de la fédération et de l'organisation. Il y a un budget, normalement, qui est censé être donné chaque année. Où va ce budget? Le budget va dans la poche des gens et on se retrouve dans ce genre de situation. Et donc, ne vous étonnez pas qu'à un moment donné, qu'on ne soit pas capable de faire les choses. Moi, je pense, pour répondre à ta question, le Congo a du potentiel, même en termes de judo. Je connais beaucoup de grands judokas congolais. Quand je les vois, les mecs, ils sont très bons. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? Là, par exemple, il y a des Jeux Olympiques. On a vu le reportage. Le mec qui va représenter le Congo pendant les Jeux Olympiques sur l'athlétisme, le mec qui va courir, c'est un mec qui travaille à Carrefour. Vous croyez que le Congo est un pays sérieux?
où vous avez quelqu'un qui va aller aux Jeux Olympiques, qui travaille à Carrefour. Ouais. Ça veut dire qu'il n'a même pas assez de moyens pour qu'il puisse se concentrer sur sa compétition. Il doit continuer à faire son job à Carrefour, et c'est lui qui va représenter le Congo au JO. Vous vous attendez à quel résultat? C'est ça aussi. Le problème, c'est que au Congo, je sais pas, mais on est vraiment négligent. Mais je pointe pas du doigt que les dirigeants, même le peuple. Il y a des choses que je vois au Congo, c'est vraiment triste. Par exemple, j'ai vu une vidéo où il y avait un voleur qui avait volé, je sais pas, un truc ridicule, mais qui s'est fait tuer, tu vois. J'ai vu la vidéo, mais en fait, je peux expliquer qu'est-ce qui se passe. Lorsque des personnes sont dépassées par des situations, lorsque les personnes souffrent énormément, ça crée une sorte de psychose dans la tête des gens. Et c'est ce qui est en train d'arriver au Congo. Il y a une autre vidéo où on voit que c'est dans la région de Muyonzi. Il y a un homme qui était recherché parce qu'il avait tué quelqu'un. Il s'est fait découper. Quand on voit ce genre de violence, ça nous rappelle un petit peu les violences dans la région, par exemple, de Muyonzi pendant la guerre de 97. C'est que les gens arrivent à un état de psychose parce que, il y a une insécurité, mais qui a explosé au Congo. On peut parler du cas des bébés noirs. Et qu'en plus de ça, il y a une impunité de la justice au Congo. Aujourd'hui, lorsque tu es sergent dans l'armée, il y en a qui se croient devenir des rois. Il faut qu'on l'appelle chef, responsable de quoi. Au Congo-Brazzaville, un militaire peut venir t'arrêter. Les militaires, tu n'es pas policier. Oui, mais il y avait un braquage sur une maman, je pense qu'ils l'ont agressé, ils l'ont blessé, des militaires ou des policiers qui se sont fait arrêter. Oui, non, mais heureusement que ça arrive, mais après, à un moment donné, c'est-à-dire, il y a quand même, tu vois, il y a des efforts. Non, je suis pas d'accord. Tu sais, le problème, c'est quoi? Quand on est médiocre et qu'on a 2 de moyenne sur 20, on est peut-être passé de 0 à 2. Pour des gens, ils voient que c'est des efforts, mais on est toujours nul. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas, et moi, justement, dans cette démarche de panafricanité et dans cette volonté de puissance, comme disait Kalala Omotunde, on ne peut pas se permettre d'être nul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est pas parce que quelqu'un a fourni un effort et qu'il faut le féliciter alors qu'il est toujours nul. Si j'ai un fils qui passe de 4 de moyenne à 5 de moyenne sur 20, ce n'est pas assez. Est-ce que ça t'arrive de faire un petit tour au Congo? Bien sûr. Tous les ans. Je crois que je l'avoir dit dans une vidéo, le Congo est un pays qui fait du moonwalk. C'est-à-dire que les gens ont je sais pas comment dire ça, les gens ont l'impression que lorsqu'ils vont comparer le Congo des années 90 par rapport aux années 2023, 2024, ils vont avoir l'impression qu'on a évolué. Non, une évolution, ça n'est pas ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on fait les statistiques, il faut qu'il y ait une évolution exponentielle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas parce que on est dans un futur qui est différent. Il s'est quand même passé entre les années 90 à aujourd'hui, on va dire, entre 23 et 24 ans, on va prendre les années 2000. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, l'évolution qu'on a est une évolution comme d'un pays qui a fait 5 ans. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous sommes peut-être dans les années 98. Ah bon. Ce que nous vivons aujourd'hui, oui, c'est peut-être ce qu'on aurait déjà pu vivre dans les années 98. Donc les infrastructures, pour revenir au sujet, mais c'est catastrophique. Non, il y a une évolution quand même un petit peu. Il y a des constructions. Les constructions doivent servir à quelque chose. Lorsqu'on construit un stade à Kintele, qui aujourd'hui est abandonné, est-ce qu'on fait des constructions pour montrer qu'on est capable de construire, ou on fait des constructions pour que ça serve au peuple? C'est ça le problème. Oui, j'ai un problème dans ma vie. Ouais. J'aime pas passer mon temps à accuser les gens. Des fois, je me responsabilise. Des fois dans la vie, il faut avoir une prise de conscience. J'ai un point. Pour se responsabiliser, je finis. Il faut être indépendant. Mais oui, écoute. Tu vois, moi j'aime bien me dire que qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ceci ou qu'est-ce que j'ai pas fait. Je peux pas toujours dire qu'on m'a donné les moyens, qu'on ne m'a pas donné les moyens. Pour ça que je remercie beaucoup mes parents, parce qu'ils m'ont toujours laissé le choix de faire ce que je veux. Encore une chose, tes parents t'ont laissé le choix de faire ce que tu veux, oui. Mais tes parents ont mis le minimum pour que tu survives. Oui. Crois-moi que si tes parents t'avaient dit tu dégages de la maison à 7 ans. Mais il y a des gens qui ont dégagé. Oui, mais justement. Mais très souvent, alors, faut faire le parallèle. Aujourd'hui, bon, tu dégages en France à 7 ans, on te prend quelque part dans une asso ou je sais pas quoi. Au Congo, tu dégages à 7 ans, tu te retrouves dans la rue. Je connais très peu de personnes qui ont grandi dans la rue, qui sont devenus des ingénieurs ou ont construit de grandes choses. Très, très peu. Bon, 1% sur 100. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y a une réalité. Et ce que tu es en train de dire, il y a une part de vérité. Mais pourquoi elle est biaisée? Pour que tu sois responsable
de toi-même, il faut que tu aies ta pleine liberté. Or, je vais t'expliquer, dans le cas du Congo-Brazzaville de l'équipe nationale, vous avez des gens qui veulent faire jouer leur neveu. Donc, vous n'avez pas votre pleine liberté. Puisque du coup, ce n'est pas ta stratégie que tu veux mettre en place. Peu importe l'énergie que tu y mettras, tu ne peux pas avoir le fruit de ton travail. Puisqu'à un moment donné, il va dire, oh, tiens, petit nanga dakachikuna. Bon, qu'est-ce que tu espères maintenant pour le Congo? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le Congo? Pour le sport du Congo. Je pense qu'on doit, les Congolais, peu importe que tu sois d'accord avec le pouvoir ou que tu sois d'accord avec l'opposition, je pense que tous les deux côtés, il faut que les gens arrivent à mettre leur ego ou leur ambition personnelle de côté pour essayer de se mettre ensemble. Si on peut essayer de réfléchir, de travailler ensemble, faudrait qu'on ait ce truc-là. D'abord le Congo, avant de penser à nos intérêts ou avant de mettre la haine ou je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, je vais répondre à ça. Il n'y a pas de haine au Congo. Il n'y a que de la frustration. Oui. Bah, si on peut mettre aussi notre frustration de côté. Mais pour mettre la frustration de côté, il faut avoir l'impression d'avoir une importance. Le besoin d'exister. Je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, c'est Sartre qui le disait. Bah, nous, on s'impose. Là, on s'impose ce qu'on est en train de faire. Pourquoi les autres, ils ne suivent pas? Pour s'imposer, il faut avoir la liberté de s'imposer. Vas-y, je te laisse. Le Congo-Brazzaville, d'ailleurs, ce n'est pas le seul pays. En Afrique centrale, il y a vraiment ce problème. On n'a pas la liberté. Enfin, parce que moi, je peux pas parler de s'imposer en vivant en Occident. Ça n'a aucun sens. Oui. Si on veut s'imposer pour des choses au Congo, il faut avoir la capacité de l'implanter au Congo. Oui. Et donc, l'implanter au Congo, c'est un schéma qui n'est pas impossible, mais en tout cas qui n'est pas simple. Et que parfois, tu es obligé d'accepter un certain nombre de choses que tu ne voudrais peut-être pas accepter, mais on a vu un certain nombre de personnes qui ont dit, par exemple, que ce soit sur des projets, des actions qu'ils ont voulu mener. Mais même dans ces actions-là, parfois, pour parler, par exemple, on parlera d'investissement, j'imagine, de business. Parfois, même pour mener ces actions, ils ont des complications qu'ils ont du mal à comprendre, qu'ils ont du mal à identifier. On leur dit non, ça vous pouvez pas, ça vous n'avez pas le droit. Ou bien ça, pour faire, il faut faire avec un tel. Bon, qu'est-ce que tu penses alors du rôle que nous, la diaspora, on peut avoir sur l'Afrique? Alors, comme je l'ai dit, et je l'ai dit dans une vidéo, la diaspora aujourd'hui ne sert à rien. Ça blesse beaucoup de gens. Ça blesse beaucoup de gens, mais les gens doivent le savoir. La diaspora ne sert à rien. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tout ce qu'on fait, ça sert à rien. Mais quels sont les fruits de la diaspora aujourd'hui au Congo? Bon, après, j'avoue quand même, par rapport à certaines communautés, on est un peu derrière. On est totalement derrière. Est-ce que tu sais qu'il y a une banque malienne en France? Mais il y a plusieurs banques. Il y a même un Congolais qui a fait une banque, Excellent Card aujourd'hui, qui existe. Mais en fait, justement, je vais me documenter. Le problème avec, et là je vais dire des Africains de manière générale, c'est quoi? C'est que on est tellement atteint psychologiquement qu'il suffit que quelqu'un brandit quelque chose, on a l'impression qu'on a gagné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si moi je viens et je dis, nous allons créer une usine de fabrication de véhicules, où je dis voilà notre usine, les gens ne savent pas ce que notre usine produit, les gens seront déjà contents. Ah, les Africains, voilà, on a évolué. Parce qu'on n'a pas une volonté de puissance. Quand on a la volonté de puissance, ce qui compte, c'est pas de dire aux gens, maintenant on est capable de créer. Non, on doit créer et vendre tellement qu'on va dominer. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour revenir à la diaspora, qu'est-ce que la diaspora, par exemple, congolaise a fait au Congo? Rien du tout. Mais est-ce que tu penses que le sens du devoir est-il une obligation quand on est africain ou noir? Alors, parce que ça aussi, c'est une responsabilité, mon gars. Je vais répondre à ça. Pour moi, le sens du devoir aujourd'hui, pour tout Africain, est une obligation. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une situation où nous sommes les faibles. Lorsqu'on est dans une situation où on est faible, on ne peut pas se dire qu'on va abandonner les autres et ne pas ressentir un devoir de défense. Parce que il n'existe aucun endroit dans le monde où le noir est vu comme le fort. Aucun endroit. C'est-à-dire que même en Afrique, le noir est vu comme le faible. Mais c'est ça, je t'ai donné l'exemple. Les Maliens, ils ont une banque malienne. Les Maliens, j'ai vu, ils font des ristournes. On appelle ça aussi quoi, des tontines. Ouais. Ils mettent 5 euros. Ils sont 1000, 2000 personnes. Tu fais 5 euros fois 2000, 3000 personnes. Ça fait... Les Maliens, ils construisent des villages. Mais bien sûr, c'est très bien. Les Sénégalais, les Guinéens, je te jure. C'est très bien. Mais en fait, le problème avec nous, c'est aussi ça. Les Maliens, quand ils le font, c'est pas dans une volonté de puissance. Je suis désolé de vous décevoir. Les Maliens, les Sénégalais, quand ils le font, c'est pas dans une volonté de puissance. C'est dans une volonté de charité.
Or, il vaut mieux être puissant qu'être charitable. Parce que si on est puissant, on est capable de se défendre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'est en train de faire le Mali? Ils sont en train de chasser le terrorisme. Vous pensez que parce que vous construisez un hôpital qui plus tard sera attaqué par des terroristes, dans le fond, vous avez fait quelque chose? Non. Donc, je ne suis pas ici en train de dire que ceux qui, en tout cas, ont entamé des choses au Mali, que c'était mauvais. Je dis simplement qu'aujourd'hui, heureusement que d'ailleurs le Mali a compris, avec leur nouveau chef, Assimi Goïta, qu'aujourd'hui, il faut instaurer la sécurité. Car il n'y a pas de paix. Même le Burkina aussi. Exactement. Il n'y a pas de paix sans sécurité. Donc, ce que font les Maliens, c'est bien. Ce que je suis en train de dire, c'est que je pense qu'il faut qu'il y ait une volonté de puissance. On ne peut pas faire des choses seulement par peine. Il faut faire les choses pour dominer. Moi, en tout cas, c'est ce que moi je prône. Faire des choses pour dominer. Tant qu'on n'aura pas, et on a l'impression, et pour m'arrêter là, pour ne pas être long, on nous dit souvent, non, nous les Africains, on est très généreux, on est très ouverts. Ce sont des phrases bateaux qui ne servent à rien. On ne peut pas construire des mentalités en nous faisant comprendre qu'on est généreux de quoi? On doit vouloir dominer les autres. Si on veut être fort un jour, c'est pas avec notre générosité. On doit vouloir dominer les autres. Si la Chine est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, Mao et j'ai oublié Xiao Dong, je sais plus, enfin le mec qui accompagnait Mao, oui. Le petit là, celui qui faisait 1m40 ou je sais pas 50, ils ont compris que non, il nous faut une nouvelle population plus forte. Pourquoi on peut dire tout ce qu'on veut sur les Noirs, mais on peut pas dire ce qu'on veut, par exemple, sur certaines communautés? Pourquoi on a peur? Si je pense un truc, je vais le dire, c'est pas méchant. Ce que tu es en train de dire, ça reste ton avis. Ça veut pas dire que c'est une vérité. Tu peux te tromper, je peux aussi me tromper, mais pourquoi les gens ont toujours peur? Une petite phrase, ils vont dire, ah oui, mais ta vidéo, elle peut sauter, mais ma vidéo, elle n'a qu'à sauter. Si je pense un truc, je dois le dire. Ouais, c'est pas qu'ils ont peur. En fait, il y a une réalité qui est là, et c'est ce que je disais. Nous sommes une communauté de faibles. Et comme on est une communauté de faibles, nous n'avons aucune puissance. Là où justement, la puissance, c'est sur les moyens. Je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre de dire ce que tu veux. Par exemple, tu vas publier la vidéo sur YouTube. Mais YouTube bloque quand elle veut. Cette entreprise bloque ta vidéo quand elle veut. Nous, il y a quelque chose, quand je dis nous, j'englobe un petit peu tout le monde, il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Tant qu'on ne sera pas dans cette volonté de puissance, et d'ailleurs, ça commence à venir, hein, je vois quelques pays, tant que, regarde la Chine, ils ont vu dans Facebook, tout ça, ils ont dit on crée Weibo. Nous, on fait quoi? Nous, on avale tout. Facebook, TikTok, pour répondre à ta question, qu'est-ce que la diaspora pourrait faire? La diaspora peut utiliser ses capacités, ce qu'elle a appris, puisque la diaspora a vécu en Occident, a vécu dans, enfin, par exemple, il y a une grosse communauté congolaise en Chine, elle peut utiliser ce qu'elle a appris pour créer des choses. Malheureusement, c'est pour ça que je dis qu'elle ne sert à rien. Faire un Western Union, attention, c'est nourrir ta famille, ton cousin, ce n'est pas ça servir la nation, parce que ce n'est pas ça qui nous rendra fort. Non. Déjà quelque chose quand même. Non, ça ne nous rendra jamais fort. Okay. Ça fait des milliers, enfin, je vais dire milliers, ça fait des années que les Africains font des westerns, ça n'a jamais rendu l'Afrique forte. Donc, à part la SAP, on n'a pas un autre domaine où on peut vraiment faire quelque chose. Tu m'as dit, on est champion du monde aussi de ping-pong, je crois. Oui, on a gagné en ping-pong. Bon, c'était des Chinois, hein, des Chinois naturalisés congolais, donc calmez-vous un peu. C'est pas des Vili ou des Mboshi qui étaient en train de jouer donc, au machin. Alors, la SAP. La SAP, moi j'ai fait une vidéo où justement j'ai dit que c'était une forme d'imbécilité et j'ai expliqué dans la vidéo que je n'ai pas de problème fondamental avec l'idée de créer un concept. J'ai surtout un problème sur la manière dont les choses sont faites. Si aujourd'hui la SAP visait à valoriser la culture africaine, ou du moins visait à valoriser, à augmenter quelque chose dans l'économie en Afrique, je serais le premier à voter. C'est-à-dire que si ces gens-là prenaient des marques produites en Afrique, je serais le premier à voter. Or, en l'occurrence, ce qui les intéresse, c'est dire je porte du John Franco Ferré, du JM Weston. Donc ils font de la pub gratuitement. En plus, ils ont un impact sur la jeunesse. La jeunesse congolaise, je dis. Franchement, c'est triste, hein. Je vois des gars de notre âge qui font des vidéos, qui montent des marques, alors que le compte, il est rouge. Parce que ce qui les intéresse, c'est le paraître. Vouloir valoir quelque chose, ce n'est pas quelque chose seulement de Congolais. Dans tous les pays du monde, on a ce genre de phénomène. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont compris qu'il faut vendre. Quand Louis Vuitton, les Chanel, ils font des trucs, on voit même des stars, c'est-à-dire que c'est pas une question de pauvres. Même des stars achètent du Chanel, du Fenty, du je ne sais pas quoi, parce que c'est une part de valorisation d'eux-mêmes. Justement parce que lorsqu'on est très faible d'esprit, lorsqu'on est très peu spirituellement, si je peux le dire de cette manière-là,
on veut avoir de la valeur grâce à un habit, alors que c'est plutôt l'homme qui doit donner de la valeur à un habit. Si tu prends un grand homme aujourd'hui, ou par exemple une grande star, puisque bon, c'est des gens qui ont maintenant... un exemple. Bernard Arnault, le propriétaire de LVMH. Si cet homme-là, Bernard Arnault, prend une marque, voilà, je prends un exemple. Si toi, tu crées une marque au fin fond de ton pays, au Congo-Brazzaville, Bernard Arnault dit, je vais mettre cette veste avec ton nom. Quand il sortira, crois-moi que beaucoup de gens vont sauter sur ta marque. Je jure. Bah oui, mais j'ai vu dans le e-commerce une marque, ils ont envoyé à Brigitte Macron pour le chien de Macron. Un collier. C'est une marque française. Ils ont envoyé, oui, est-ce que vous pouvez mettre sur votre chien? Et dès qu'ils ont vu la photo, ils ont pris la photo, ils ont mis sur le site et la marque. Ça a explosé. Ça a explosé. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des gens qui n'ont pas de valeur. Et donc veulent avoir un peu de valeur en mettant des habits de marque. Mais sauf que veulent avoir de la valeur envers qui? C'est là la question. Est-ce que c'est pas de la pauvreté? C'est pas de la pauvreté financière forcément, mais c'est de la pauvreté mentale. Oui, mentale, voilà. Bien sûr que c'est de la pauvreté, puisqu'aujourd'hui, on peut voir des gens qui financièrement ont de l'argent, mais ça n'est pas pour autant que mentalement, ils sont riches. Il y a des gens qui sont toujours très pauvres mentalement. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme on est dans un environnement où il y a beaucoup de pauvres mentalement, ça va aussi attirer des gens. C'est-à-dire que quelqu'un qui met des chaussures de Gucci qui valent peut-être 2000 €, ça va aussi attirer les femmes qui aiment bien, si c'est un homme par exemple, ah oui, lui il met des trucs chers, des trucs de Gucci, ça va attirer ce genre de profil-là. Des pauvres mentaux se rencontrent, ils font leur couple de pauvres. Et le problème, pour revenir à la SAP, ce n'est pas le problème générationnel, parce qu'à un moment donné, quand on est jeune, voilà, on est confronté à ce genre de situation. Lorsque vous avez des parents, vous avez des vieux, des adultes qui viennent et qui disent, voilà, ça coûte 4000 €, 5000 €, le jeune Congolais, quand il regarde, il dit, moi, j'ai envie d'être comme celui-là. Et ça, et parce que la jeunesse est fragile. Donc, quand Norba de Paris va faire le roi des shopping, il avait gagné un trophée, le roi du shopping. Quand il va à l'UNESCO, la SAP prend une autre influence. Mon problème, c'est pas le fait que le mec dise, regarde, mais qu'est-ce qu'il fait ça? Voilà. Qu'est-ce qu'il fait pour l'avoir? Et en plus, qu'est-ce qu'il est en train de valoriser? Voilà. Les Américains ont toujours fait en sorte de valoriser leurs produits. Là où nous, les Africains, malheureusement, ce ne sont pas nos produits que nous valorisons. Et j'ai eu un débat. Après, il y a des marques qui sponsorisent aussi. Wow. Si, je pense qu'il y a une marque de chaussures. Peut-être aujourd'hui, maintenant, on peut le sponsoriser, mais ils se sont fait connaître parce que ça venait d'eux-mêmes. Et ça vient d'une aliénation. Et je te prends un exemple. Il y a un joueur de football américain, ghanéen ou nigérian d'ailleurs, il s'appelle Owusu. Aujourd'hui, tout le monde maintenant le découvre sur les réseaux sociaux. Parce que à chaque match, il sort une nouvelle tenue africaine. Owusu, peut-être qu'il vous affichera voilà des images, vous l'avez certainement déjà vu. Le mec n'a pas eu besoin de parler. Mais il a marqué les esprits. C'est un joueur de football américain, c'est pas un sapeur. Et crois-moi que ce qu'il est en train de faire a beaucoup plus d'importance que la plupart des concres de sapeurs. Je ne dis pas que tous les sapeurs sont des concres, mais je suis désolé. Pour la plupart, leur combat, c'est quoi? C'est de la rivalité entre eux. Ce sont des insultes. Donc les enfants grandissent en croyant que la vie, ce sont les insultes. Quand tu vois des hommes de 40, 45 ans s'insulter comme des enfants de 10 ans, il y a un problème. Voilà l'impact négatif que ces gens ont sur la jeunesse congolaise et sur la jeunesse aujourd'hui africaine petit à petit. La part de responsabilité pour le cas des sapeurs, c'est justement ce facteur psychologique qu'ils vont avoir sur ces enfants-là. Et c'est pour ça que je trouve que c'est dommage. Si un jour les sapeurs comprennent qu'il faut changer les choses, il faut agir différemment, j'espère vraiment que... Je n'ai pas de problème fondamental. Vous avez créé votre mouvement, même si c'est parti d'une aliénation, peu importe. Transformez ça en quelque chose de bien. Mon problème, c'est copier les Occidentaux, ce n'est pas mauvais à partir du moment où on est gagnant. Les Occidentaux sont les champions à nous copier, mais eux, ils nous copient pour être gagnants. C'est ça la différence. Ouais. Par rapport au foot, par rapport à la SAP, qu'est-ce que tu penses de la rivalité des deux Congos? Est-ce que c'est juste de l'idiotie ou je sais pas, peut-être qu'il y a un problème de xénophobie? Alors, je sais pas, parce que entre deux voisins, normalement, on est frères. Tu vois, mais nous, sur les réseaux, c'est pas trop ça. Je vais te dire pourquoi. Parce que la plupart du temps, il y a que des imbéciles sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de vraie rivalité qui existe dans le fond entre les deux Congos. On n'a jamais vu les deux présidents avoir des problèmes, par exemple, comme le cas de la RDC et le Rwanda. Le fait que nous soyons proches, qui crée une certaine forme de rivalité, ce n'est pas si mauvais à partir du moment où ça reste dans le cadre. Quand, par exemple, on sort le slogan « Surveiller le fleuve », moi, je trouve ça très marrant. On est dans un cadre sportif. Nous sommes charriés par les autres parce que nous ne sommes pas capables de nous qualifier. Oui.
Donc, il faut l'assumer, il faut l'accepter. La RDC est quand même différente du Congo-Brazzaville sur cet aspect-là. Je ne pense pas que le Congo soit plus libre sportivement que la RDC. Je peux prendre un exemple, le championnat de football, là je parle de leur championnat local, en RDC est très développé. Il est très développé avec le TP Mazembe. La RDC est un pays qui est beaucoup plus ouvert que le Congo-Brazzaville. Ça, c'est une réalité. La RDC est un pays, en termes de sport, le Congo-Brazzaville ne peut pas se comparer à la RDC. Ça n'a rien à voir. Les mecs sont meilleurs. Pourtant, il y a une grande souffrance au RDC. Il y a 19 titres. Voilà, mais les mecs sont meilleurs. Donc, je pense que pour revenir à la rivalité, c'est ridicule. La rivalité naît d'où? Moi, d'ailleurs, j'ai une vidéo que j'ai traitée, enfin que j'ai fait depuis un petit moment, qui n'est pas encore sortie, qui va bientôt sortir. Comme il y a le fameux surveiller le fleuve. Je dis quoi dans cette vidéo? Il y a un problème qui a fait augmenter cette rivalité, puisque la rivalité elle a toujours existé, ça date pas de maintenant. Depuis l'époque de Tchani, quand il voulait la cession du Katanga. Oui, Tchani. Ouais. En tout cas, ce gouverneur, à ce moment-là, ils avaient renvoyé les Congolais, les réfugiés congolais, au Congo-Brazzaville. C'était la première fois qu'on parlait de potentiel conflit, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est qu'à un moment donné, ensuite, il y a eu Mobutu qui ne s'entendait pas avec, un certain de nos présidents congolais, mais il n'y avait jamais eu de rivalité comme telle. C'est-à-dire que la rivalité, la Belgique a une grosse rivalité avec la France, par exemple, dans le football. Mais c'est des frères, voilà. Ils sont ensemble. Voilà. Maintenant, chez nous, comme il y a un peu trop d'imbéciles, parce que ça, il faut le dire, je vais dire qu'est-ce qui a augmenté un peu d'animosité dans cette rivalité. L'opération Mbata Bakolo. Une opération faite au Congo-Brazzaville pour envoyer les ressortissants étrangers. Mais bon, principalement, les personnes ciblées, c'était les ressortissants de la RDC. Des personnes ont été violées. Il y a eu des signalements de viol, d'agression. Les gens ne les ont pas agressés parce que ça, les gens doivent le comprendre. S'il y a eu des agressions ou des viols de la part des officiers, policiers, de policiers du Congo, ce n'est pas parce que ces personnes étaient de la RDC. Non, c'est parce qu'on a juste des policiers imbéciles lorsqu'ils trouvent une possibilité d'agresser ou de violer ou de retirer de l'argent. De voler aussi. Voilà, de voler, puisque bon, voilà, ils le font. C'est-à-dire que ça aurait pu être des Camerounais, ils auraient fait la même chose. Sauf que l'interprétation qui a été faite de ça. Même si c'était des Congolais de Brazzaville, ils auraient fait la même chose. Mais ils le font déjà, ils le font avec les Congolais de Brazzaville. Sauf que l'interprétation qui a été faite de ça, c'est que, comme nous sommes vos rivaux, vous nous agressez. Ils ont essayé d'impliquer aussi le peuple. Et ça, c'est dommage, tu vois. Et c'est ça qui a augmenté un petit peu. Et ce qui explique surtout le problème, comme je l'ai dit, mais dans la vidéo, je le détaille aussi. Aujourd'hui, il faut savoir que au Congo-Brazzaville, nous avons eu beaucoup de ressortissants qui sortaient de la région du Mayombe de la RDC, ce qu'on appelle les Yombe. Les Yombe en RDC, c'est une ethnie. Et tu remarqueras que lorsque tu vas, les Mouyombe. Voilà, quand tu vas au Congo-Brazzaville, souvent, quand tu es ressortissant de la RDC, on va souvent dire Mouyombe. C'est-à-dire que pour le Congolais, tu es Yombe, alors que, il y a beaucoup d'ethnies en RDC. Et justement, et ces Yombe-là, c'était des gens, c'était quoi l'exode rural? C'était des gens qui sortaient de la campagne, qui n'avaient pas forcément étudié, qui n'avaient pas forcément une capacité d'expression et d'analyse comme des intellectuels. Que du coup, les gens ont déduit que mais finalement, la plupart des gens de la RDC n'étaient pas très intelligents, n'étaient pas trop allés à l'école. Ce qui est totalement faux. C'est le même problème que parfois on a pu avoir au Congo-Brazzaville, genre le cas des Sénégalais. Quand on recevait des Sénégalais qui venaient, qui ouvraient des boutiques, c'était des mecs qui sortaient des villages du Sénégal. C'était pas des mecs de Dakar. Et des Congolais ont cru que les Sénégalais, c'était pas des intellectuels. Alors qu'on ne peut pas se comparer au Sénégal. Le Sénégal a des universités, des intellectuels 10 fois plus que le Congo-Brazzaville. Ce n'est pas une honte de le dire, c'est une réalité. Mais au Congo, vous avez des gens qui pensent que des Sénégalais sont pas des intellectuels. Pourquoi? Parce que les Sénégalais qu'ils ont vus vendeurs dans des magasins chez eux, c'est des mecs qui sortaient du village. C'est ça, en fait, que c'est de là que vient ce sentiment où le Congolais avait maintenant, donc, dénigré, entre guillemets, le ressortissant de la RDC parce qu'il assimilait que dès qu'il y avait un ressortissant de la RDC, c'était un Mouyombe. Et attention, je ne dis pas que tous les Yombe, je parle bien de ceux qui ont fait cet exode rural. Et donc, forcément, celui de la RDC, frustré, en retour de frustration, ça peut virer à des insultes, ça peut virer, et c'est pour ça qu'on en arrive aujourd'hui, on parle de rivalité, mais dans le fond, il n'y a pas de rivalité. On sait bien que voilà, ce sont deux peuples qui s'aiment, et voilà, on le voit aujourd'hui avec le surveiller le fleuve. Tout le monde en rigole. Moi, je trouve que c'est un concept, au début, je l'ai mal
j'ai mal compris, mais après, avec le temps, j'ai vu que c'était une solidarité, en fait. Bien sûr. Je vais soutenir Bah oui, ils la vont jouer, RDC ils vont jouer contre le tu Maroc. vois. J'espère qu'ils vont gagner J'espère contre qu'ils le vont Maroc. gagner, tu vois. C'est la moindre des choses quand même. Et donc voilà, c'est clair. Et donc cette rivalité, comme je disais, il y a quelques imbéciles sur les réseaux sociaux qui se mettent à insulter, à créer de la haine comme ça. Mais ça, ce sont des imbéciles parce que la plupart sur les réseaux sont des imbéciles. C'est tout. Est-ce que tu as un sujet que tu aimerais aborder? Le sujet que j'aimerais aborder, qui pour moi aussi a une grande importance, c'est l'impact de la religion en Afrique. L'impact de la religion, notre perception de la religion, et aussi la montée du mouvement du kémitisme, qui commence à me faire peur. Je pourrais expliquer le pourquoi. Oui. Pour toutes les personnes qui se définissent kémites, désolé de vous décevoir, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui n'ont rien compris du concept même de ce qu'est kémite. Beaucoup de personnes aujourd'hui embrassent le concept kémite par simple rejet des autres religions. C'est quoi le concept kémite? Alors, pour faire simple, le concept kémite, c'est quoi? Puisque finalement, être kémite, je vais définir déjà ce que c'est. En réalité, c'est juste être un noir. Un habitant de Kama. Kama qui est la terre, enfin, j'allais dire la terre sainte, mais bon, beaucoup de gens me causeront des problèmes. La terre des Noirs, donc l'Afrique, qu'on appelle l'Afrique aujourd'hui. C'est un concept qui a été développé aux États-Unis sur les études qui ont été effectuées en Égypte. Donc, beaucoup de gens qui ont fait l'égyptologie ont essayé de retraduire ce qui était déjà fait à cette époque. C'était du coup de reconnaître son état de noir, son état en tant que fils de Kama, kémite. Maintenant, dans cette égyptologie, dans cette étude finalement de l'Égypte, il y a une part de spiritualité là-dedans. Donc, les gens ont appris ce qu'est la spiritualité finalement égyptienne, comment elle était appliquée. Et on voit dans cette spiritualité égyptienne beaucoup de choses qui sont dans la plupart des cultures qu'on retrouve en Afrique de manière générale. Et donc, beaucoup de gens mettent du coup ce concept kémite sur une base de spiritualité. Ça veut dire qu'on applique une certaine spiritualité, un certain mode de vie, comme une vie kémite. Donc, il y en a maintenant qui confondent, c'est-à-dire qu'ils croient que quand on te dit que tu es kémite, c'est comme si on te disait que tu étais chrétien. Non, dans le fond, ce n'est pas ça. Si tu es kémite, c'est que tu es fils de Kama. C'est tout ce que ça veut dire au départ. Mais quand on est fils de Kama, ça veut dire qu'on a une vie aussi dans le sens de Kama. On a une spiritualité dans le sens de Kama. Comme tout peuple doit avoir sa spiritualité. Mon problème avec justement avec le cas de ce qu'est les gens, d'autres personnes en tout cas qui se définissent kémites aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui se définissent kémites par simple rejet du christianisme, de l'islam et autres. Or, être élevé spirituellement, ce n'est pas rejeter les religions des autres. C'est d'abord s'accrocher à sa propre spiritualité. Et respecter aussi. Rechercher sa spiritualité. Il y a des gens aujourd'hui qui insultent les autres religions, qui eux-mêmes ont une vie pourrie, une vie d'incrédule, mais qui croient être dans la vérité simplement parce qu'ils se sont dit kémites. Et là, c'est un problème. Vous devez rechercher votre spiritualité. Si vous êtes du côté du vaudou, recherchez dans le vaudou et appliquez les règles. Parce que ne croyez pas que lorsqu'on est kémite ou dans la spiritualité africaine, on peut tout se permettre. Qu'on peut se permettre d'avoir une vie, et les gens aujourd'hui, ils ont une vie d'incrédule, et maintenant veulent mettre ça derrière le kémétisme, qui n'existe pas d'ailleurs, mais je dis kémétisme pour que les gens comprennent, c'est-à-dire la logique qui viendrait qu'un kémite va appliquer une spiritualité qui dépend un peu de sa culture et de sa coutume. Donc ce qui veut dire, et moi mon problème il est là. Aujourd'hui on a beaucoup d'incrédules qui croient être dans le vrai alors qu'ils sont dans le faux. Ils n'ont rien expérimenté en termes de spiritualité africaine, et ça c'est problématique. Et toi t'es quoi? C'est quoi ta religion? Moi je n'ai pas de religion. C'est-à-dire que avoir une religion, ma religion finalement c'est ma culture, ma coutume, puisque les religions se basent. T'es comme moi. Ah oui, mais c'est comme ça. Bon après je suis chrétien à cause de la colonisation, mais je pense qu'on a notre propre histoire aussi, tu vois. Bien sûr. Mais sauf qu'on n'est pas vraiment au courant de certaines choses. On a besoin d'apprendre. Bien sûr. Moi pour répondre à moi, comme je dis, je n'ai pas de religion. Je suis dans la spiritualité africaine. Nous étions des peuples avant et nous avions une spiritualité. Pour ceux qui connaissent, il y a eu le royaume Congo, le royaume Téké, le royaume Luango qui vient du fils de Téké. Nous avions nos spiritualités qui existent encore jusqu'aujourd'hui. Pourquoi je vais aller chercher d'autres spiritualités? Il y a une chose. Je vais peut-être dire un avantage, mais ça dépendra d'eux. Il y a un avantage en Afrique centrale qui fait que le fait que les Africains dans l'Afrique centrale soient dans le christianisme, ils ont une très grande facilité à changer de religion, psychologiquement. Parce qu'il y a une liberté psychologique dans le christianisme quand même. Je tiens à le préciser. Pourquoi? Parce que le christianisme il y a tellement de branches,
que ça a permis à certaines personnes de découvrir leur propre spiritualité. Là où dans d'autres pays, il n'y a tellement pas d'autre chose en dehors d'une religion quelconque. Je ne vais pas citer de pays, que les gens ne peuvent même pas imaginer réfléchir autrement. Or, dans le christianisme, le fait qu'il y ait une séparation, les catholiques, les protestants, les églises évangéliques, ça fait que on a un peu plus de liberté de pouvoir sortir facilement du christianisme, par exemple, pour aller se donner à des cultures africaines, des coutumes africaines, que certains pays. Donc, dire qu'ils sont influençables simplement parce que comme ils ont cette liberté, ils choisissent. Mais comme visiblement l'aliénation que nous avons, c'est que nous ne refusons tout le temps, souvent nos coutumes et nos cultures, ils peuvent devenir bouddhistes, ils peuvent aller à Maïkari, ils deviennent, voilà. Il y a aussi un problème par rapport au complexe des Occidentaux. Certains Africains, dès qu'ils arrivent en France, ils se considèrent plus chrétiens ou autre chose. À la maison, c'est plus... moi, j'ai rencontré plein de parents qui disent que moi, je ne crois pas en Dieu. Est-ce que Dieu, il existe? Bon, au bled, pourtant, ces gens-là, ils étaient tous les dimanches à l'église. Maintenant, en France, ils se disent que non, à la maison, c'est plus la rumba. Tu sais, à la maison, quand tu grandis avec quelque chose, par exemple, la rumba, ça parle de quoi? Ça parle d'amour, on est d'accord. Mais si toi, tu as un jeune, tu es un garçon ou une fille, tu écoutes une musique, on te parle d'amour, tu as envie d'aimer. Oui, bien sûr. Et quand on parle d'alcool, par exemple, des musiques ou quoi, t'as envie de boire. La débauche, tu couches, tu vas en club et une fois que tu commences à comprendre, à grandir, tu te dis que, ok, bah, j'ai fait n'importe quoi et tu croises des bonnes personnes, par exemple. Je donne l'exemple des musulmans qui valorisent vraiment leur religion. Oui, mais tu vois. Et eux, quand ils prennent nos enfants, par exemple, certains Congolais, et il faut prier là, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et dès qu'ils apprennent ce truc-là, qu'à la maison, ils n'ont pas, que les parents n'ont pas su imposer aux enfants, et que les enfants se convertissent, et eux, ils vont se dire, la vie va remis qu'on changer, alors que, qu'est-ce que les parents ont fait? Parce que les parents doivent influencer des enfants. Je vais répondre à ça. Oui. C'est de cette liberté dont je parlais. Oui. Ces parents-là ne prient pas nécessairement parce qu'ils sont quand même un peu libres. Ce qui n'est pas forcément mauvais dans le fond, parce que la liberté peut nous donner le choix. Oui. Le simple problème ici, c'est que les enfants ne sont pas confrontés au choix. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent à sortir soit de la religion de leurs parents, qui eux-mêmes ne pratiquent rien du tout, à aller embrasser une autre religion parce qu'ils sont perdus. Ils n'ont pas fait l'expérience d'autre chose. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Et c'est bien ce que tu viens de dire tout à l'heure. Il y a des gens qui étaient très chrétiens lorsqu'ils étaient au Congo. Une fois qu'ils arrivent en Occident, ils le sont moins. Mais pourquoi? Parce qu'au Congo, beaucoup de gens sont maintenus dans le christianisme à cause de la pauvreté. Maintenant, ils sont athées. Ils sont pas vraiment athées. Tu sais pourquoi je dis ils sont pas vraiment athées? Ce sont les mêmes personnes. Si on lui dit il y a une attaque mystique. Au nom de Jésus. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas vraiment athées. Ils ont tous la Bible à la maison. Voilà. Ils ne sont pas vraiment athées. Ce sont des personnes qui sont en recherche qui sont pas vraiment en recherche de vérité. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas plus la vérité que ça, mais parce qu'ils ne vivent pas les choses selon leurs coutumes. On ne peut pas vivre quelque chose à fond si on ne l'a pas compris. Le problème, c'est ça. Les Africains vivent beaucoup le christianisme, ils n'ont rien compris de ça. On ne peut pas vivre du christianisme alors qu'on ne l'a pas compris. Si vous comprenez vos spiritualités, si vous comprenez vos coutumes, mais vous n'aurez même pas besoin de vivre d'autres spiritualités. Les religions, c'est quoi? C'est quoi? Parlons de l'islam. Ok. Beaucoup de choses qui existent dans l'islam ne sont que les coutumes des peuples arabes. C'est normal, c'est leur réalité. Oui. Mais nous avions des spiritualités. Nous avons, pour ne pas dire nous avions. Ouais. Les Occidentaux sont venus, ils ont compris que ces mecs, il faut les toucher au point culminant. Et le point culminant de l'homme, c'est justement la spiritualité. Parce que c'est tout ce qu'il ne maîtrise pas. Et s'il y a la première chose dont l'homme ne maîtrise pas, c'est son origine, d'où il vient. Et comme il ne sait pas d'où il vient, il se pose constamment cette question qu'il a du mal à avoir des réponses. Et il y en a qui vont se construire des théories, comme des théories qui existent aujourd'hui, et d'autres qui vont se construire des théories, et la religion vient pour dire, non, sois paresseux. Dieu a créé le monde par la parole. Ça, c'est par exemple les paroles de la Bible. Et l'homme dit, mais voilà. Je n'ai plus besoin de réfléchir à ça parce que l'humain ne veut pas souffrir dans sa réflexion. Il ne veut pas se poser des questions dont il n'a pas de réponse. Mais dans notre spiritualité, en parlant par exemple de la spiritualité Congo, toutes ces choses sont expliquées. Mais l'homme blanc a fait quoi? Il est venu casser le chemin d'information. Tu peux poser une question simple.
même aux parents, qu'est-ce qu'ils connaissent de la spiritualité africaine? Ils vont dire, ah, c'est la sorcellerie. Pourquoi? Parce que les Portugais ont dit que c'était de la sorcellerie, c'est tout. Est-ce que tu penses pas que la religion, bon, le christianisme, pour préciser, parce qu'on est plus chrétien au Congo, en Afrique centrale d'ailleurs, est-ce que tu penses pas que c'est la religion qui nous retarde? Mais oui, mais ça abrutit la jeunesse. Totalement. Le christianisme, aujourd'hui, est un outil qui abrutit la jeunesse. Et même pour faire simple, les politiques ont compris. Les politiques ont compris que dans les églises, les gens sont comme des moutons. Attention, je ne dis pas que tout celui qui va à l'église est un mouton. Dans les églises, les gens sont comme des moutons. Je te prends un exemple. Il y a récemment un pasteur en RDC qui a épousé une jeune fille de 12 ans. Et c'est, je crois, sa 12e ou 19e femme. Il s'appelle Cass, je crois. Je sais plus. Mais le problème, il n'est pas seulement sur l'acte du pasteur. Parce que des pasteurs avec des cerveaux à l'envers, il peut en avoir. Ouais, il s'appelle Cass Kassamba. C'est bien lui. Exactement. Pourquoi les gens l'applaudissent? Les gens, ils viennent faire des interviews. C'est pour ça que je te dis, mon problème principal, ce n'est pas ce pasteur. Ce pasteur, c'est une personne avec une conscience à l'envers, comme on peut en rencontrer partout. Mon problème, c'est la réaction, justement, des gens, de son église, deuxièmement, de celui qui se dit être le père de l'enfant. Ces gens sont devenus tellement des moutons que ces pasteurs sont vus comme des prophètes ou comme des dieux. Et donc, tout ce qu'ils font, ils les dominent. Dommage, hein, c'est vraiment dommage, franchement. Et c'est pour ça que la religion est un poison en Afrique aujourd'hui, à cause de tout ça. Donc quand j'ai fait une vidéo, j'ai dit qu'il faut fermer la plupart des églises, les gens m'ont sauté dessus. Non. Mais t'as raison. Il y a trop de faux pasteurs. Donc c'est pour ça que pour moi, il faut fermer la plupart des églises, pour commencer à espérer que le peuple congolais ou le peuple africain de manière générale se réveille. Ces gens-là sont en train de tuer l'image des Africains aussi. Bien sûr. Et quand les gens comprendront, et pourquoi il y a un peu moins de personnes qui vont à l'église en Occident, parce qu'ils ont des choses à faire, ils ont du travail. Quand ils auront moins de chômage en Afrique, vous verrez que les églises seront de plus en plus vides. C'est tout. Alors, nous allons parler du népotisme au Congo ou en Afrique. C'est intéressant ce podcast, franchement. Quelle est ta question? J'ai pas envie d'arrêter. Moi après c'est pas vraiment des questions, moi c'est l'analyse parce que l'analyse sur le népotisme. Voilà. Moi j'aime bien, tu donnes ton avis, je donne mon avis. Bien. Alors, après le népotisme, je vais pas te laisser commencer à bombarder. On doit être clair. Il faut savoir que déjà là on est en train de parler, il faut aussi penser à l'entrepreneuriat. Il faut aussi penser au public. Donc, l'entrepreneuriat, ce sont des entreprises privées ou encore familiales. Et il y a le public. Ouais. Par exemple, si j'ai mon entreprise, l'entreprise familiale, je suis désolé, si j'ai des enfants, je veux voir mes enfants finir directeur ou PDG. Bien sûr. Ils seront formés pour. Mais même s'ils ne sont pas assez formés, je vais faire en sorte d'avoir des personnes tout autour qui vont avoir des compétences pour pousser mes enfants. Alors, je vais répondre à ça. Déjà, ce que tu viens de dire. Et le public, ça par contre, le népotisme, je ne suis pas d'accord. D'accord. Ça, c'est la méritocratie. Mais sauf que si c'est une entreprise, si c'est privé ou une entreprise familiale, ça, je comprends. Mais je vais répondre à ce que tu viens de dire. Effectivement, le népotisme comme tel n'est pas forcément quelque chose de mauvais si c'est un bon népotisme. Bernard Arnault vient de nommer son fils au poste de celui qui va s'occuper de toute l'industrie des montres de son empire. Son fils? Oui. De toute façon, il y a même un de ses autres fils aussi qui est directeur de Berlucci. Et il y a aussi sa fille, bon, la grande héritière, c'est la femme de Xavier Niel. Ouais. Je pense que tu connais. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? Je ne pense pas que lorsque Bernard Arnault le fait, il le fait juste parce que ce sont ses enfants. Je pense qu'il les a préparés. Oui, il les a préparés à la tâche. Et là, on est dans un cas de figure où c'est Bernard Arnault, ce sont ses entreprises. En tout cas, il a des parts dans ses entreprises. Il a une partie de propriété de ses entreprises. Au Congo, non seulement, d'abord, que c'est un népotisme d'imbéciles, tous ceux qui connaissent, tous ceux qui... Au Congo, dans toute l'Afrique. Au Congo, en tout cas, c'est beaucoup plus.
Un népotisme d'imbécile. Tous ceux qui connaissent le fameux truc, par exemple, quand l'expression qu'on dit des yakanoki, ce qui veut simplement dire, hein, enfin, tu deviens ministre ou tu deviens directeur de quelque chose, tu appelles un neveu. Mais si tu appelles un neveu qui est compétent, personne ne va s'en plaindre. Mais lorsque tu appelles un neveu qui ne sert à rien et que le système tombe, là est le problème. Et c'est ce que nous voyons au Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville a un népotisme d'abord sur des choses publiques, ce qui appartient au peuple. Donc, on ne devient pas député parce qu'on est neveu de quelqu'un, on devient député parce qu'on est voté par une circonscription. Si ta circonscription te vote, tu deviens député. Si tu deviens ministre, c'est parce que tu dois être compétent. Le Premier ministre te choisit par ta compétence. Or, le népotisme du Congo, c'est ce que je suis en train de dire, c'est bourré d'incompétents parce qu'on a juste appelé le neveu d'un tel, et le problème se retrouve à un moment donné, on a des directeurs qui prennent des cours du soir de français. Parce que le mec n'a jamais été à l'école, il vivait je ne sais pas dans quel village, et comment voulez-vous qu'un pays se développe avec un tel degré de népotisme, mais surtout de médiocrité? Parce que non seulement il y a du népotisme, mais c'est du népotisme médiocre. Donc on a deux problèmes en même temps. Et donc forcément, ce qui fait que le Congo n'évolue pas aujourd'hui. Et ce népotisme, pour revenir, et c'est tellement démocratisé que même dans des petites choses, c'est maintenant du népotisme. Tu vas dans une entreprise, mais toi, qui t'a envoyé? On te pose des questions qui n'ont aucun sens. Dans le public. Et même dans le privé, aujourd'hui, c'est devenu ça. Tu vas dans des entreprises, je ne vais pas citer des noms d'entreprises, on te dit, mais qui t'a envoyé qui? C'est-à-dire que, attention, le népotisme qui existe aujourd'hui, c'est devenu tellement une mentalité que si tu as ton oncle Vili quelque part directeur, si c'est pas un Vili peut-être qui veut avoir un certain poste, ça va être compliqué. Tu arrives dans un bureau, on te parle en Larry ou on te parle en Vili. Même embauché. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas espérer que le pays change de cette manière-là. Le degré de népotisme est tellement grand que pour le Congolais, c'est devenu normal. Moi, je suis allé rencontrer un ministre au Congo-Brazzaville. Bien sûr, je ne dirai pas le nom, ce serait trop facile. La première question qu'il m'a posée, c'est papa est qui? Oh, c'est grave. Je dis, comment ça, papa est qui? Il dit, il est décédé. Il me dit, c'est quoi le nom de famille? C'est la deuxième question qu'il m'a posée. J'étais là, je me suis dit, bon. Il s'est pas intéressé à ce que tu fais. J'ai en face de moi encore une personne qui n'a rien compris. Et donc, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, moi, je fais partie de telle chose. Voilà de quoi je voulais parler. Voilà. Ah, il me dit, ok, c'est très bien. Donc, une autre personne qui était là, en l'occurrence, je peux pas dire quel est son poste, ce serait trop facile et trop reconnaissable. Et d'ailleurs, c'était la personne que j'étais venu voir, c'était pas le ministre, parce que bon, il ne m'intéressait pas plus que ça. Et lui m'a dit, bon, écoute, prends ma carte et on en reparlera. Mais j'ai pris la carte, on s'est échangé des numéros, je n'ai plus envie d'en reparler. Parce que j'ai eu en face de moi des personnes qui n'ont même pas compris, qui n'ont même pas voulu savoir pourquoi je venais, qu'ils ont d'abord voulu savoir qui j'étais. Alors que vaut mieux savoir si la personne qui vient, il y a quelque chose d'intéressant, pour essayer maintenant de savoir qui est-ce. Oui, au Congo, le nom, ça joue beaucoup. Voilà le problème aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Ça joue beaucoup. On termine sur un très 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 bon sujet. Lequel? Mon gars, le rôle du partenaire. On va parler un peu des couples et le rôle du partenaire pour finir. Très bien. Le rôle du partenaire, c'est quelque chose qui peut être très facile à répondre comme très difficile à répondre parce qu'on peut avoir l'impression que c'est facile. Forcément, la première des choses. Pourquoi je vais dire facile et difficile? La première des choses, c'est qu'on va te dire, en fait, faut avoir le partenaire qu'il faut. Ça, c'est la réponse facile. Mais le partenaire qu'il faut, mais j'ai envie de dire dans la vie de tous les jours, que ce soit même en entreprise. Est-ce que toi-même, t'es le partenaire qu'il faut, déjà? Mais je pense qu'il faut être le partenaire qu'il faut tous les jours. Oui, mais je dis la personne qui va te dire, la personne qui va répondre. Est-ce que nous-mêmes, déjà, on pense qu'on est la bonne personne? C'est pour ça que je dis, je pense que c'est quelque chose qu'il faut essayer d'être tous les jours. Parce qu'on ne l'est pas systématiquement à l'instant T. Maintenant, je pense que sur la question du partenaire, je pense que sur la question du partenaire, il y a maintenant ce qu'on appelle des éléments de base. C'est-à-dire que, forcément, quand on est musulman, par exemple, on va peut-être avoir pour partenaire une personne chrétienne. Bon, on n'est pas déjà sur des bonnes bases, si vous voulez avancer dans l'harmonie. Tout dépendra ensuite de la perception de tout un chacun. Moi, par exemple, je suis dans cette conception panafricaine.
il me faut comme partenaire une personne aussi, pas qui a la même conception que moi, mais qui comprend et qui accompagne. Est-ce que tu penses que c'est important, par exemple, tu es noir, d'avoir une femme noire? Pour moi, c'est important. C'est fondamental, j'ai même envie de dire. Oui, parce que je pense que c'est la meilleure, c'est la plus grande décision que tu peux prendre dans une vie. Exactement. C'est ce qui va faire ta progéniture, c'est ce qui va faire les générations que tu vas donner d'enfants. Si tu veux donner des générations d'enfants qui passent leur vie à se poser encore des questions de leur origine, ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont noirs ou blancs, ce sera le fruit de tes décisions. Si tu veux passer ta vie, si tu veux avoir des enfants qui passent leur vie à se dire, moi je veux défendre mon peuple, je veux continuer ce que les anciens ont commencé, tout dépendra de ce que tu vas entamer comme mode de vie. Si tu vas vivre en Chine et que tu finis ta vie en Chine, ce serait très compliqué d'avoir des enfants qui vont se battre pour le Congo. C'est quoi la différence entre les couples en Afrique et les couples en Europe? Il y a une première différence, c'est que en Afrique, vous n'avez pas la même vision. En Europe, par exemple, vous avez tous les moyens qu'il vous faut, en règle générale. C'est-à-dire que tu es un jeune homme, tu as certainement un travail, ta femme aussi, vous construisez une vie selon votre vision d'ensemble. Vous y contribuez. En Afrique, parfois, très souvent, la femme ne travaille pas, l'homme travaille. Souvent, la vision se construit sur celle de l'homme. Je vois. Oui. Donc, ce qui peut parfois donner comme une certaine forme de facilité pour la mise en place du coup de la vision. Puisque l'homme, du coup, je dis, mais c'est moi qui mets les moyens pour qu'on puisse construire la vision. La femme dit, oui, effectivement, on va suivre. Là où, en Occident, la femme aussi va dire, ah mais non, moi j'ai ma vision. Tu m'as dit, quand c'est l'homme qui emmène de l'argent, donc elle suit la vision. Mais là, en Europe, ça change. Moi, je te parle de la même femme qui est en Afrique et en Europe. Mais en fait, il faut pas penser qu'il n'y a que la vision de la femme qui change. Ce serait totalement faux ou malhonnête de le dire. D'accord. Les hommes, souvent en Afrique, ils se posent pas la question, ils disent je vais payer la maison. Mais les mêmes hommes, là, quand ils arrivent en France, ils veulent faire 50-50. Pourquoi ce serait que la vision de la femme qui a changé? Pourtant, la vision de l'homme aussi a changé. Pourquoi la vision change? C'est l'environnement. Mais des fois aussi, tu as des hommes, ils passent sa journée à boire. Tu rentres à la maison, tu es fatigué, t'as pas le temps, tu restes jamais avec les enfants, tu viens juste, la bouffe sur la table, tu manges, on dirait c'est comme si c'était l'armée. Mais ça, c'est... Il y a aussi des mauvaises habitudes, je pense. Oui, mais ça, c'est un problème d'abord, d'éducation, d'élévation d'esprit. Tant qu'on ne se rend pas compte de l'importance qu'il faut accorder du temps aux enfants, c'est très dangereux parce que la différence, justement, entre l'Occident et l'Afrique, c'est quoi? L'enfant aura toujours un référent paternel, même si le père n'est pas présent. En Occident, pour la plupart du temps, vous serez vous deux dans votre appartement, vos enfants, l'histoire s'arrête là. Le voisin n'est pas référent de quelqu'un. Le voisin, vous le voyez, bonjour, l'histoire s'arrête là. En Afrique, ça n'est pas comme ça. En Afrique, je peux sortir, je ne suis pas présent. Si une situation arrive à mon enfant, mon voisin peut intervenir. Oui. C'est là la différence. Oui. Parce que il peut jouer ce rôle de référent. Moi, quand j'étais petit, si je traînais avec une cigarette à la main, je n'avais pas besoin de croiser mon grand frère pour qu'on me casse la gueule. J'ai l'impression qu'en Afrique, plusieurs personnes sont impliquées dans notre éducation. Mais en fait, c'est pour ça. Que ce soit à l'école. Et je vais te dire, ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient de nos cultures et de nos coutumes. C'est-à-dire que, et c'est là où justement les gens ne pensent que les choses sont faites au hasard. Lorsque nous, qui sommes, une bonne partie du Congo, nous sommes de la coutume et de la culture Congo, lorsqu'un enfant naît, cet enfant n'appartient pas aux parents. Il appartient à tout le monde. Cet enfant appartient à tout le monde. Mais ici en France, non. Or, la vision occidentale, ça n'est pas ça. Lorsqu'un enfant naît, cet enfant appartient à sa mère et à son père. Et à l'État aussi, parce que si les parents frappent l'enfant... Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? Si un enfant appartient à tout le monde en Afrique, vous avez tous une responsabilité pour veiller à ce que cet enfant n'aille pas dans le mauvais chemin. Et si vous avez une responsabilité, c'est que vous avez aussi une influence. D'accord. On n'a pas besoin de le dire à l'enfant. L'enfant le sait. C'est-à-dire que moi, quand je sortais, si je fais une bêtise, si je vois un ami de mon grand frère qui me voit, je me mange des baffes. Et quand je vais rentrer à la maison, je vais jamais dire d'ailleurs, parce que si je dis, on va encore me rajouter des baffes. Or, en Occident, l'enfant a deux personnes référentes. En règle générale, c'est le père et la mère. Lorsque le père est absent, pour la plupart, et c'est ce qui fait que beaucoup d'enfants en Occident sont très perdus, l'enfant n'a pas de référent paternel. En Afrique, il y a aussi des pères absents, hein. Les gens ne le savent pas. Il y a beaucoup de pères absents aussi en Afrique. Mais l'impact ne se fait pas de la même façon parce que
Même si le père est absent, il y a parfois l'oncle, il y a parfois le cousin, il y a Oui. parfois l'ami. Et c'est ce qui fait qu'il y a cette différence qui est fondamentale. C'est tout. Bon, les vieux aussi me disent que la CAF rend un peu les femmes têtues. Bon, moi, je te laisse le temps de finir avec ça. La CAF rend les femmes têtues. Mais ce ne sont pas que les femmes, même les hommes. Ouais, ils profitent, hein. Qui ne connaissent pas. Oh là là, je vais pas cibler les Maliens ou tacler les Maliens. Souvent, les gens disent que oui, beaucoup de vieux Maliens ou Sénégalais ont plusieurs femmes, plusieurs gosses, et ils vont récupérer des aides. Vous dire, c'est dû à quoi? Le manque de volonté, de puissance. Quand je dis vous avez une diaspora qui ne sert à rien, voilà le résultat. Une diaspora qui vise une grande évolution, une diaspora qui vise devenir très puissante, ne peut pas se permettre de dire je vais me faire 5 gosses pour avoir des aides de la CAF. C'est malheureux. Tout celui qui vise des aides n'est que pauvre d'esprit. Oui. Attention, je dis pas que tout celui qui vit des aides est pauvre d'esprit. Tout celui qui vise les aides n'est que pauvre d'esprit. Le verbe viser. Parce que, ouais, t'as raison de préciser. Parce que si tu vises que dans 2 ans, je vais pouvoir avoir tant d'aides, c'est que dans 2 ans, tu espères toujours être pauvre. Non, mais ça, c'est Parce que, je prends un exemple, tu fais un gosse. Mentalement. Oui. C'est-à-dire que le mec, il se dit, je fais un gosse. J'ai regardé sur la CAF, à partir de 3 enfants, j'aurai, je sais pas, tant, enfin, je sais pas combien. Il dit, ok, dans 1 an, je fais un 2e. Dans l'année d'après, je fais un 3e et je suis tranquille. Ça veut dire que le mec planifie sa pauvreté. Comment veux-tu évoluer dans la vie? Et c'est de cette diaspora-là que vous voulez? Celle-là va servir à quoi, cette diaspora? Il y a bien sûr une partie de la diaspora qui fait un certain nombre de choses, mais la partie est petite. C'est ça la réalité. Moi, pour ça que j'ai beaucoup de respect pour toutes nos mamans congolaises ou sénégalaises, camerounaises qui vendent à Château Rouge dans les magasins, même dans les rues. Hein. Franchement, je préfère ça. Peu importe, de toute façon, peu importe tout ce qu'une maman peut faire, moi, je respecte. Tu vois, il faut respecter, il faut laisser la liberté aux gens. Je suis fier de voir des mamans africaines qui travaillent. Tu vois, elles vont pas seulement aller demander ou mendier, non, elles vont son petit safou, elles vont, tu vois, elles essayent de faire quelque chose. Tu sais, à travers ces mamans-là, t'as des enfants qui ont fait des longues études. Bien sûr. Qui ont fait plein de choses. Bien sûr. Et franchement, c'est respectable. Je vais expliquer pourquoi l'école a une grande importance. Parce que parfois d'autres personnes, j'ai l'impression qu'ils pensent que l'école, ce n'est pas important. Pourquoi l'école a une grande importance et pourquoi les gens assimilent l'intelligence souvent à l'école? C'est pas que pour être intelligent, il faut avoir été à l'école. C'est juste que très souvent, les gens qui n'ont pas souvent été à l'école, c'est des gens qui n'avaient pas la capacité de faire, de se concentrer sur quelque chose. Oui. Or, l'intelligence, c'est aussi la capacité de se concentrer sur quelque chose. Et on va pas se le mentir, la plupart des gens qui ne voulaient pas poursuivre les études, c'est des gens qui ne voulaient rien faire tout court. Ce n'étaient pas des gens qui disaient non, moi j'ai envie d'apprendre telle chose. Et c'est pour ça qu'on assimile systématiquement l'école à l'intelligence, alors que non, l'intelligence, là où il n'y a pas d'école, on va pas dire qu'il n'y a pas d'intelligence, mais c'est juste, tu es capable de te concentrer sur quelque chose, d'apprendre cette chose, de réappliquer ce que tu as appris, c'est aussi une forme d'intelligence. Et c'est pour ça que on pense que voilà, mais il y a une réalité que les gens ne pensent. Enfin, un mec qui fait 10 ans de médecine, à un moment donné, on peut pas dire que c'est un imbécile. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a utilisé ses facultés cognitives pour apprendre des choses. Il a utilisé son intelligence émotionnelle pour se dire, c'est quand même 10 ans que tu passes, que tu dis, bon, je vais me concentrer, je vais peut-être éviter telle ou telle chose, je vais essayer d'y arriver. C'est une forme d'intelligence, parce que les intelligences, il y en a des formes multiples. C'est plutôt ça. Maintenant, nos rois, nos ancêtres n'ont pas été à l'école classique. L'école, c'est juste une question d'apprentissage. Et pour revenir juste rapidement, pour faire le lien entre l'éducation et l'école, dans les cultures Congo, lorsqu'un enfant était né, il était avec sa mère. Il apprenait les premiers moments de la vie avec sa mère. Après, il devient un petit garçon qui traîne avec sa mère. Dès qu'il atteint l'âge où il peut engendrer, donc l'âge où il devient un homme avant qu'il passe au processus de circoncision, il devenait à son état d'homme. Donc, il a fini l'école de base, qu'on peut appeler l'école élémentaire, par exemple, c'est-à-dire l'apprentissage. Et c'est généralement vers 12-13 ans qu'un enfant, finalement, il passe sa période de puberté. Et on lui faisait la circoncision, et il rentrait maintenant dans le rang des guerriers. C'était l'école. J'étais pas à l'école dans une classe, sur un banc. C'est juste l'apprentissage. Donc, le plus important, c'est l'apprentissage. Or, il y a des gens qui n'apprennent rien du tout. Ils n'ont ni été à l'école, et ils n'apprennent rien du tout. Et ça, c'est problématique. Et c'est pour ça que l'école, c'est censé justement être là comme une contrainte pour essayer de les cadrer, pour qu'ils aient le minimum, même si derrière, certains veulent ou ne pas faire des choses, qu'ils aient au moins la capacité de raisonner, de faire un certain nombre de choses.
Parce que si tu ne vas pas non plus à l'école, le raisonnement, c'est compliqué, quoi. Si tu t'es arrêté au CP, tu vois ce que je veux dire? Bon, pour finir, franchement, j'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer, mais je pense qu'il faudrait qu'on refasse. Peut-être un autre podcast plus tard. Oui, parce que, en tout cas, moi, je te remercie d'être venu. Tu vois, t'as fait au moins plus de 40 minutes de route pour venir. En plus, tu t'es un peu cassé la jambe, ça va. La jambe. T'es venu avec des béquilles. En plus, il y a la neige. Ça me fait énormément plaisir. Et franchement, t'es vraiment impliqué. C'est bien, tu vois. Et si t'as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Le Corsair, sous-côté ou sur-côté. J'ai eu de la chance pendant mes études d'avoir un professeur qui travaille chez Corsair. Okay. J'ai déjà visité Corsair et les avions de Corsair. Okay. Et donc j'ai fait une vidéo où j'expliquais justement que Corsair. Moi, c'est que ton environnement aujourd'hui. Corsair va peut-être passer un deal avec le Congo parce que Corsair a des problèmes financiers. Depuis le Covid, ils ont eu pas mal de problèmes et une partie des investisseurs veulent lâcher l'affaire. Et donc, ils avaient besoin de 15 millions d'euros. Et le Congo se positionne pour vouloir donner les 15 millions pour avoir des parts de marché dans Corsair. Et en plus de ça, le Congo voudrait du coup que Corsair fasse aussi le trajet Paris-Brazzaville. Pourquoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a que les entreprises locales qui peuvent faire des vols directs. C'est-à-dire soit des entreprises françaises pour faire Paris-Brazzaville, soit des entreprises congolaises pour faire Brazzaville-Paris, ou enfin Paris-Brazzaville, les deux, donc les cas. Et donc, Corsair, sur-côté ou sous-côté, moi je dirais sous-côté. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas Corsair. Moi, lorsque j'ai fait la vidéo, je parle de Corsair. Les gens croient que c'est une nouvelle compagnie qui va être créée. Je dis, mais Corsair, ça existe depuis très longtemps. On peut quand même essayer. Peut-être que ça peut marcher, peut-être pas. Oui, non, mais ça marchera. Corsair, moi, quand je vais en Côte d'Ivoire, Corsair fait beaucoup les trajets Abidjan, Paris. Quand je vais en Côte d'Ivoire, je vais avec Corsair. Très bon vol. Donc pour moi c'est très bien. J'aurais bien voulu que le Congo aujourd'hui puisse remonter encore Eker. Oui, mais bon, le problème c'est que si c'est remonté Eker pour avoir les mêmes problèmes de gestion, le même niveau de gestion qu'on a vu qui était passé avant, bon ça sert à rien. Peut-être qu'il vaut mieux justement avoir Corsair où on sera au moins sûr que ça va pas se fermer et espérer que plus tard on mette vraiment quelque chose de beaucoup plus sérieux que la gestion catastrophique de Eker, quoi. C'est quoi ton mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est très simple. Une diaspora consciente, c'est où elle est, c'est où elle doit partir. Si vous ne savez pas où est-ce que vous allez, ou si vous ne savez pas où est-ce que vous voulez finir votre vie d'ici 20 ans, posez-vous les bonnes questions. Moi, je n'ai pas à vous dire où finir votre vie. Normalement, vous êtes censé le savoir. Et en tout cas, pour ceux qui veulent le relèvement de l'Afrique, sachez que l'Afrique ne va jamais se relever en Wi-Fi. Ce ne sera pas à distance, ce sera sur place. Sur les réseaux sociaux aussi, surtout sur TikTok, tout ça là. Donc, investissez en vous. Voilà. Donc merci, à la prochaine. Africa.